Bonjour Florian, est-ce que vous pourriez nous présenter pour vous ce qui vous semble être vos 3 vins du domaine les plus emblématiques ou ceux que vous voulez mettre le plus en avant? Bonjour, oui, avec plaisir. Donc, je vais me présenter, Florian Beck-Hartwig, vigneron à Dambar-la-Ville, avec ma femme Mathilde. Effectivement, on travaille majoritairement sur des terroirs granitiques avec différentes nuances, mais aussi sur d'autres types de sols. Et notre passion, c'est d'exprimer justement la personnalité de chacun de ces lieux, de chacun de ces terroirs, et de montrer un peu les nuances qui existent entre ces différents types de sols et ces différents microclimats. Et donc je vous fais aujourd'hui une sélection de 3 vins qui représentent une partie de cette diversité. Donc on va les goûter ensemble et puis les expliquer. Donc là, ce vin s'appelle Granit, millésime 2017. Donc c'est un vin qui est issu d'un assemblage de 3 cépages différents sur ces sols granitiques. Et donc là, c'est des coteaux qui sont au-dessus du village de Dambar-la-Ville, sur des sols granitiques évidemment, exposés plein est. Et donc des sols très caillouteux, sablonneux, très légers et très typiques de ce qu'on trouve sur les hauteurs de Dambar-la-Ville. Donc la volonté ici, c'est d'exprimer vraiment au mieux la personnalité de ce lieu. Et pour moi, ça passe surtout par la structure du vin. Donc la partie minérale, salinité, la mâche, le toucher de bouche, toutes ces notions-là. Et on trouve que voilà, plus on avance et plus on fait des tests, et plus on comprend que ça s'exprime mieux en assemblage de plusieurs cépages. On ne sait pas pourquoi, mais ça apporte une dimension en plus en termes de profondeur et de salinité. Et également, on voit que ça permet d'avoir les bonnes clés de lecture pour comprendre les vins. Voilà, en ayant une cuvée granit, et ben on a envie de comprendre qu'est-ce que c'est le granit, et on se pose les questions de ces touchés de bouche. Voilà, c'est sur ça qu'on recherche notre dégustation. Contrairement à une mention de cépage, on cherche la typicité par rapport à un type de cépage, etc. Donc qui pour nous, dans ces démarches-là, sur ces terroirs-là, est moins intéressant pour comprendre notre production. Donc c'est ce que je voulais dire, finalement, vous préférez mettre en avant le terroir plutôt que le cépage. C'est vraiment tout à fait, une démarche personnelle. Alors on a aussi des vins de monocépage, hein, mais c'est vrai que dans les endroits où on a vraiment envie d'exprimer la précision d'un lieu, on se rend compte qu'on y arrive mieux en assemblage et que ça donne des meilleurs résultats gustatifs et aussi des meilleurs résultats en termes de compréhension du vin pour le dégustateur. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve en bouche. On a une aromatique qui est originale, on perd de repères puisqu'on n'est plus sur cette notion de cépage. Et donc on a plutôt une aromatique qui est très complexe, et ce qui nous intéresse surtout dans ces vins-là, c'est le toucher de bouche et la structure. Donc là c'est un vin qui a énormément de mâche, d'épaisseur saline. Donc on essaie de travailler sur des maturités très abouties, puisque voilà, c'est là qu'on va concentrer les minéraux, qu'on va avoir toute la complexité, des structures bien mûres et bien présentes, avec des faibles rendements évidemment au niveau de la production. Et donc c'est ce qui se retrouve dans ce vin. On a beaucoup de maturité, hein, on a du fruit, mais on a surtout derrière cette trame minérale, cette structure avec beaucoup de salinité, hein, qui vont donner de la texture, de la salivation. Et donc ce qui est typique des terroirs de granit, c'est des acidités qui sont très droites, très verticales, avec beaucoup de finesse et d'élégance. Et ces minéralités sont très cristallines, hein. Il y a vraiment un beau grain, ce côté un petit peu angulaire qui signe ces terroirs de granit. Donc c'est des vins qui sont aussi très intéressants en gastronomie, hein, sur ce type de terroir granitique. On va aller sur des plats très épurés, hein, pour aller avec l'élégance du vin. Donc plutôt des poissons soit en tartare ou cuits avec juste un peu de citron, pour vraiment être sur la pureté du produit, pour aller avec cette pureté, cette finesse minérale, ce côté cristallin que le vin nous apporte, quoi. Voilà, et donc c'est important aussi pour nous au niveau de ce travail d'avoir ce niveau de complexité, de longueur en bouche pour l'accorder à la belle gastronomie, quoi. C'est vraiment pour nous l'objectif dans nos vins, c'est d'avoir cette justesse d'expression de terroir et aussi la profondeur et la complexité nécessaires pour l'accorder à table, quoi. Voilà. Je vais faire une parenthèse. L'approche de vos vins par rapport à des vins de cépage classiques en termes d'analyse œnologique purement, c'est une approche totalement différente.
C'est sûr, on arrive sur des équilibres qui sont très différents, sur des référentiels qui sont différents, que ce soit il faut vraiment revoir totalement finalement sa bibliothèque de référence. C'est ça, tout à fait. Hein. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un moment où c'est important pour le vin en général et le vin d'Alsace en particulier de se réinventer aussi. Hein. Alors ça ne veut pas dire de partir dans des nouveautés marketing, mais de revenir un peu vers nos sources, notre identité, notre personnalité, qu'est-ce que c'est nos racines. Et quand on recherche ça dans les textes anciens, il parlait beaucoup de différences de personnalité entre les lieux, entre les différents terroirs, quoi. Et on remarque que sur les dernières décennies, on s'est vraiment éloigné de ça. Et pour moi, c'est important de revenir aux sources, de revenir à ça. Et donc ça demande toute une démarche, effectivement, en termes de style de production. Donc on travaille en culture biologique avec beaucoup d'efforts sur la santé des sols, sur les équilibres de la vigne, puisque pour moi c'est important pour avoir une expression de terroir dans le vin aussi et pour exprimer ces différentes personnalités. Au niveau de la vinification aussi, on travaille de manière naturelle pour laisser vraiment toutes ces identités s'exprimer. Et puis au niveau de la dégustation aussi, hein, on sort des référentiels, et donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ces dégustations, du toucher de bouche et de ces mâches, puisque je trouve que c'est un bon outil pour comprendre justement l'expression du lieu, des terroirs, quoi. Hein. C'est pas seulement la partie aromatique qui se définit aussi par le mode de vinification, par le cépage, etc. Mais pour avoir vraiment l'expression du lieu, pour moi, c'est surtout cette structure qu'on a en bouche et qui se découvre notamment par la partie tactile aussi, quoi. Même si c'est des vins qui plaisent beaucoup, je le dis toujours, c'est vraiment des vins qui nécessitent plus de pédagogie lorsqu'on veut les présenter. Et c'est l'objectif aussi quelque part, puisque on dit toujours que le vin c'est pas seulement une boisson, mais c'est aussi quelque chose de culturel, etc. Et ben là, voilà, on est dedans. C'est vraiment les vins qui racontent l'histoire d'un lieu. On a cette notion d'apprentissage, de pédagogie. Ils véhiculent aussi certaines valeurs par rapport à l'histoire, par rapport à l'environnement, etc. Quoi. Donc c'est sûr que pour moi, c'est vraiment pas juste l'idée de choisir une bouteille dans un rayon et de le boire pour son goût, mais c'est vraiment l'idée de créer des rencontres, créer peut-être le questionnement aussi, apporter des explications, des réponses. Et c'est là qu'on va créer aussi les liens amicaux, les rencontres humaines, etc. Donc il y a vraiment toutes ces valeurs qui tournent aussi autour de cette démarche. Ouais. Okay. Alors, en comparaison, on va goûter un vin qui s'appelle Jödi Bummertal. Donc là aussi, on est sur un assemblage et on est sur un sol totalement différent. On est seulement à 7 km d'ici, sur la commune de Notelten. Et pourtant, on est sur un type de sol et de microclimat totalement différent. Là, on est sur des sols gréso-volcaniques, notamment la partie volcanique qui va amener beaucoup de caractère dans le vin. Et c'est un terroir qui est très solaire aussi, exposé plein sud. Alors là, on sent vraiment une expression d'emblée qui est très très différente. C'est des vins sur ces terroirs volcaniques qui sont beaucoup plus expressifs. C'est très exubérant. On a un côté exotique, très riche niveau aromatique. Là où le granit était plutôt dans la finesse, dans la discrétion. Beaucoup de complexité, mais très discret. Alors que là, on a aussi beaucoup de complexité, mais par contre beaucoup plus expressif, plus exubérant. Et c'est surtout au niveau du fonctionnement en bouche, là c'est vraiment un beau symbole de ce que j'expliquais. On a un fonctionnement totalement différent. Sur le granit, on avait cette acidité très droite, très centrale, hein, la salinité sur le centre de la bouche. Et là, sur le terroir volcanique, ça remplit toute la bouche. C'est des vins qui sont très sphériques. On salive aussi sur le tour du palais, sur le haut du palais en rétro-olfaction. On a un type de salinité qui est totalement différente, qui est très austère. On est plus sur les amers. Donc ça donne des équilibres extrêmement intéressants entre le côté très mûr et très riche et exubérant, et en même temps une salinité qui ramène un côté plus austère, plus profond, plus salin, vraiment sur ces notions de terroir. Et vraiment avec une expression très très large, très marqué, avec beaucoup de complexité. On peut le regoûter plusieurs fois, on découvrira à chaque fois des nouvelles facettes du vin. Et du coup, ça suppose aussi qu'en termes d'accords mets et vins, on va être sur quelque chose de totalement différent. Autant le granit, je vous le disais, on était plutôt sur des mets à base de bonnes matières premières, mais en restant vraiment sur la pureté du produit. Autant là, on peut aller déjà sur un travail beaucoup plus complexe, avec certaines épices, avec des sauces, avec des champignons, des choses comme ça. C'est un vin que je qualifierais plutôt d'automnal aussi,
Le granit, on va être plutôt sur un vin printanier, celui-ci on va être sur un vin automnal. Donc voilà, quand on commence à parler de girolles, etc., ça fonctionne très bien avec ce vin. Sur des homards ou sur des choses voilà, beaucoup plus complexes et plus puissantes, ça va très bien faire écho à cette richesse du vin. Et surtout, on va associer avec un beau plat, beaucoup mieux comprendre sa subtilité et sa personnalité. C'est vrai que le risque avec un vin comme ça, c'est déjà l'effet de surprise parce que c'est très fort en personnalité, c'est très original, mais c'est aussi de se faire un peu déborder par l'aromatique et la puissance de richesse, alors que derrière, en fond de bouche, il y a aussi beaucoup de profondeur, de salinité, d'expression minérale. Et d'ailleurs, on voit même la couleur du vin. Hein. On a même oui. dans la couleur du vin déjà ce côté un peu automnal. Oui, finalement. oui, tout alors à fait. Que sur le premier, on était vraiment sur une couleur printanière. Tout à fait. Les granites, on est plutôt sur les blancs, sur les couleurs voilà, très légères, alors que là, c'est clair. On sent tout de suite que c'est autre chose. Ouais, c'est très révélateur aussi du reste. Quoi. Ouais. Voilà. Nickel. Alors ensuite, on va aller sur le terroir du Grand Cru Frankenstein pour un vin qui ne s'appelle pas Grand Cru Frankenstein puisqu'il est issu du cépage Pinot Noir qui n'a pas droit à l'appellation Grand Cru, mais c'est une très vieille parcelle que nous avons conservée sur le Grand Cru Frankenstein et qui produit chaque année des rouges avec beaucoup de personnalité. Alors on produit aussi beaucoup de beaux blancs sur ce terroir, hein, mais ça me tenait à cœur aussi de vous présenter un rouge. Donc voici, c'est le millésime 2017 de notre Pinot Noir F. Cette parcelle de rouge qui est située sur le Grand Cru Frankenstein, donc on est sur un sol granitique similaire au niveau géologique au premier vin, à la cuvée granite, mais par contre là on est sur les expositions au sud, sud-est, hein, donc typique du Grand Cru Frankenstein, avec une très vieille vigne aussi, donc on va goûter cette expression du Grand Cru Frankenstein. On remarque là aussi une forte maturité. Hein. On travaille sur des petits rendements pour exprimer une nouvelle fois toute cette personnalité avec une belle densité et de la concentration. Et on sent vraiment la marque des terroirs de granit. C'est important pour moi d'expliquer aussi au rouge, puisque très souvent on voit les granites en blanc et surtout en blanc sec. Mais pour moi, il y a des très belles expressions aussi en rouge qui changent beaucoup des pinots noirs qu'on connaît, hein, puisqu'on a surtout une référence sur calcaire. Et là, le côté très droit, très cristallin, très élégant de ces terroirs ressort bien aussi dans les rouges, et je trouve que ça donne des expressions très intéressantes, avec des touchés de bouche très fins, avec des belles textures, un beau grain, ce côté cristallin qui transparaît bien, et surtout beaucoup de complexité, de longueur, d'énergie. Hein. On est sur des vins qui apportent vraiment quelque chose aussi en termes de matière. Voilà, donc c'est aussi des beaux vins de complexité, de maturité. Hein. On est vraiment sur les fruits rouges, on a ce côté poivré qui est typique des granites aussi. Et voilà, une personnalité très originale. Hein. Ce côté droit étendu est pas forcément courant sur les rouges. Et là, on va aussi chercher des accords très intéressants, et notamment on peut l'accorder aussi avec des poissons, hein, des poissons très fermes comme des rougets, juste grillés avec un peu de poivre par exemple. Ça fonctionne très très bien avec les rouges de granit. Ou alors sur des viandes, on va aller sur des choses très très fines, hein, des textures très épurées, très fines, pour bien aller avec la texture du vin qui est très cristalline, très épurée là aussi. Donc on est vraiment sur un rouge gastronomique plus qu'un rouge de plaisir, quoi. Tout à fait, oui. Il y a du fruit et de la maturité, mais il y a aussi derrière beaucoup de complexité, de structure, de minéralité, et donc il va très bien se déguster à table. Oui. Vous pouvez juste nous rappeler, parce qu'on a eu l'occasion de se voir au moment des vendanges du Pinot Noir, oui. Comment vous justement vendangez, le rendement que vous avez, oui. Pour un petit peu parler de ce vin, parce qu'on a eu l'occasion de se voir au moment des vendanges l'année dernière. C'est vrai. Du coup, tu as bien visité la parcelle. On est sur une très vieille vigne où on garde une vigueur modérée, il n'y a pas de fertilisation. Le but est d'avoir une vigne qui pousse de manière très tranquille, très douce, hein, pas trop d'exubérance ni au niveau de la végétation et ni du coup au niveau des raisins. Donc ça donne des rendements aux alentours de 30 à 35 hectolitres par hectare, ce qui pour moi est le bon équilibre pour avoir un rouge de personnalité sur ces sols granitiques. Hein. C'est des sols qui sont assez légers, qui sont assez pauvres, donc qui donnent beaucoup de personnalité, mais à condition qu'on ne travaille pas en sur-régime, quoi, hein. Donc c'est vraiment important d'être très très sérieux sur le mode de production, et
pour moi, c'est voilà, ce type de rendement qui est adéquat. Et surtout, le fait d'avoir une vigne bien équilibrée avec une vigueur modérée, ça permet d'avoir des maturités qui sont très complètes. Donc le but, c'est pas d'avoir une vigne vigoureuse et d'enlever des raisins pour se retrouver avec des vins surpuissants, avec des taux d'alcool, un fruité confituré, etc. Mais c'est surtout de trouver un équilibre aussi avec la santé des sols et la dimension minérale du vin. Et donc d'avoir des maturités avec des acidités très précises, très ciselées, très complètes, avec des complexités aromatiques, mais sans aller vers la surpuissance, quoi. Donc c'est généralement des maturités qui sont très précoces avec ce fonctionnement de vigne, à un moment où les pépins sont bien bruns, les tanins sont bien mûrs, mais où le sucre n'a pas encore eu le temps de monter dans des proportions déraisonnables, quoi. Donc on se retrouve sur des maturités aux alentours des 13,5, donc ce qui reste raisonnable, mais par contre avec des profondeurs et des minéralités qui sont par contre très denses et très marquées. Et après un travail en cave qui forcément s'en ressent puisqu'on a besoin de moins les suivre. Tout à fait, hein. Donc là on travaille de manière totalement naturelle, hein, sur les 3 vins là. Alors sur certains vins avec des sucres résiduels, évidemment ça nécessite plus d'intervention et notamment une filtration et un léger sulfitage. Mais sur les vins comme ça qui sont secs et bien structurés, le travail aussi pour avoir des raisins bien sains, tout ça, ça nous évite ensuite d'intervenir effectivement en cave et donc de permettre de respecter la matière première, mais surtout de s'assurer par le travail en amont à la vigne, hein, que le vin va tenir malgré l'absence d'intervention cave, quoi. Donc c'est avant tout ça, penser à la structure, à la concentration du vin, et après le reste des questions, mais finalement on se les pose même plus, hein, puisque le vin voilà, va trouver son équilibre, donc il va fermenter sans adjonction, et surtout il va tenir dans le temps. C'est vraiment des vins de garde, hein, qui pour moi sont encore trop jeunes au stade où on les goûte là, malgré le fait qu'ils soient pas sulfités, qu'ils ne soient pas filtrés, etc. Quoi. Au contraire, le fait de ne pas les dépouiller avec une filtration, c'est vraiment un gage de conservation dans la mesure où le vin est sec. Okay. Merci pour cette présentation. Avec plaisir, merci pour la visite.